faire une thérapie avant d'habiter à Paris? Est-ce que, non, c'est après avoir habité à Paris. Il ne faut pas habiter à Paris. Non, je pense que c'est partout pareil. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre Paris et d'autres villes de France. Et puis, il faut aller voir un psy si on a besoin d'y aller, quoi. C'est juste ça. En fait, il y a un aspect du film, et pour démystifier l'espèce de tabou qu'il y a sur les psys. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou sur les dentistes ou sur les ostéopathes, parce qu'on se dit si j'ai mal au dos, je vais voir un ostéo, ou si j'ai mal aux dents, je vais voir un dentiste. Et puis si on va pas bien, si on est déprimé, c'est plus compliqué de dire je vais voir un psy. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce film, parce que nous avons tous les deux des parents psychanalystes. Donc on est moins gênés des gens qui y vont, quoi. On sait pourquoi les gens y vont. Et du coup, c'est vrai qu'on avait voulu un peu décoincer les gens en disant si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller parler de vous, ça fait du bien. Mais c'est la première fois que vous parlez des psychanalystes dans le film. Ouais, dans Paris, il y a Loukini qui allait voir un psy. Mais je pense pas que je l'avais abordé sinon. Ouais. On y croyait pas mal. Et sinon, je crois pas que je l'avais abordé. Non. D'accord. Ouais. Parce que là, c'est un retour à Paris. Ouais. Vraiment, et vous insistez aussi sur à la fois les côtés un peu sympathiques, mais surtout sur les côtés un peu plus contraignants, la promiscuité, la complexité sociale aussi, à la fois rencontrer des gens et aussi à se loger. On voit qu'ils sont des logements qui sont un peu différents. Ça, c'était quelque chose d'assez important, cette espèce de force d'attraction qui est Paris aussi. Ouais, c'était un point de départ parce que moi, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé à Paris, en fait. Le dernier film qu'on a écrit ensemble, Ceux qui nous lisent, passé en Bourgogne. Et c'est vrai que j'aurais adoré retravailler. Enfin, on a tellement aimé ça, de travailler sur le vin, la nature, filmer à la campagne. Moi, ça m'a fait vraiment un bien fou de faire ce film. Mais c'est vrai que c'est pas chez moi. Et c'est vrai que comme j'avais pas fait de film sur Paris depuis longtemps, parce que Chacun cherche son chat, mine de rien, ça a plus de 20 ans. Et Paris, le film Paris, il doit avoir plus de 15 ans en tout cas. Et donc c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait le portrait de ma ville. Et je me suis dit, la ville a beaucoup changé dans les 15 dernières années, ou même les 5 dernières années. Et du coup, j'avais envie de parler de ça. Et quand on s'est vu avec Santiago, qu'on a commencé à parler du projet, c'était aussi une des choses importantes du film, de refaire un portrait de Paris aujourd'hui et de parler à la fois de la ville et de l'époque. Parce que, encore plus que Paris, parce que sur votre première question, c'est de parler d'aujourd'hui. Parce que je pense que la situation, elle est vraie à Paris, en province, ou même dans d'autres pays. Ouais. La ville a elle-même beaucoup changé, Paris? Oui, vraiment. Ouais. Alors justement, je pense que il est beaucoup de questions de réseaux sociaux dans le film. C'est vrai que le fait d'avoir un téléphone portable et d'avoir un contact avec Internet change le rapport aux autres et le rapport à la ville. Donc, mais c'est vrai en province. Moi, je vois les gens, beaucoup de gens qui font leurs courses, ils vont dans un drive, donc ils commandent sur Internet, ils vont chercher des sacs. Ça change le rapport à la vie. Donc voilà, dans chaque endroit où on est, c'est à l'arrivée d'Internet qui date grosso modo de l'an 2000. Depuis l'an 2000, on a tous un email, quoi. Donc ça a beaucoup changé le rapport à la ville ou à l'endroit où on habite, quoi. Ce que vous racontez, c'est la préhistoire de l'amour, comme vous dites, joliment. Tout est possible, et en même temps, on peut se rater quand même. Oui, ça on le sait tous, hein, que il y a tellement de films sur des histoires d'amour où on sait que, d'une part, l'histoire du timing, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que la même personne qu'on rencontre il y a 1 an, dans 3 ans ou dans 10 ans, il n'y aura pas forcément une histoire d'amour les trois fois. Et puis il y a les paramètres pour tomber amoureux et pour se sentir en connexion, je dirais, avec quelqu'un, c'est très fragile. Donc il y a besoin de beaucoup de paramètres pour effectivement que ce soit la bonne personne et que ce soit le bon rapport. Il y a beaucoup de thématiques de vos films précédents. Il y a le chat. Ouais. Chacun cherche son chat. Il y a le film avec Gilles Lelouch, avec le pseudo Amazon, là où travaille le civil. Ouais. Il y a effectivement Paris, parce que ça a été aussi une part de votre passé dans des films. Ça rejoint un peu plusieurs thématiques de votre carrière. Ouais. Il y a pas mal de gens qui disaient que ça rassemblait
plein de thématiques de mes précédents films. Je pense que c'est vrai. Après, c'est drôle parce que le chat, je crois que c'est toi qui as eu l'idée, avec le système que, voilà, on va pas raconter l'histoire, mais il y en a un, disons, qui perd le chat et que l'autre le récupère. Et c'est vrai qu'au début, je lui ai dit, c'est trop proche de chacun cherche son chat. Puis au fond, en tournant autour, en fait, on aimait bien cette histoire-là. C'est-à-dire que c'était un rebondissement qui était vraiment intéressant dans le film, donc finalement, on l'a gardé. Et c'est devenu le meilleur acteur du film. Oui, clairement. Il est doué, hein. Ouais, il est super. Ah, il était incroyable, ouais. Mais justement, c'est le lien affectif qui débloque un petit peu en deux ce qui est coincé. Quoi. Oui, complètement. S'occuper de quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, réussir à voir aussi la souffrance des autres dans l'incendie. Pardon. Non, c'est ça, là, quoi, l'aveuglement dont je crois que tu voulais parler par rapport à Internet, c'est aussi ça. C'est que, la solitude dans la ville, c'est un très vieux sujet, au moins depuis la fin du 19e. Mais là, il y a une forme de solitude qui est différente. C'est vrai qu'on regarde presque plus personne, et donc on s'isole d'une autre manière. Ouais. Là, c'est... Pardon, ouais. Comme par exemple, on a Mélanie qui justement croise souvent Rémi par à une grosse reprise. Sauf que comme elle est sur Apple en même temps, du coup elle le voit pas, elle voit pas ce qui se passe autour. Et c'est une réalité. Hein. Si vous allez dans le métro à Paris, je pense que c'est pareil si vous allez dans le bus ici à Nancy, mais les gens sont sur leur téléphone, quoi. Il y a plus de métro que de bus. Ouais. Mais c'est assez impressionnant dans le métro à Paris parce que c'est 70% des gens, ils ont un téléphone. Il y a encore 2-3 ans, je trouve qu'on voyait encore des gens qui faisaient les clips, ça, mais maintenant, fini. Hein, et Anna Girardot, parce qu'on était au Festival d'Angoulême il y a quelques jours, elle disait une chose vraie pendant les vacances, parce qu'elle se sent trop droguée de son téléphone, elle a fait ce qu'on appelle une phone detox. Et donc pendant 4 jours, elle a décidé de ne pas utiliser son téléphone. Et elle disait que le premier jour, c'était ultra difficile pour elle de lâcher son téléphone, de ne pas regarder Google ou de ne pas regarder des actualités ou de ne pas s'adresser à d'autres gens et tout ça. Et ce qui était intéressant dans ce qu'elle disait, c'est que du coup, elle disait, j'étais obligé de plus regarder les gens autour de moi. C'est-à-dire que c'est pas juste d'être préoccupé par ce qui se passe ailleurs, c'est que du coup, pendant les 4 jours, elle a dit, en fait, j'écoutais les gens qui me parlaient, quoi. Et elle disait, je me suis rendu compte que si je suis trop rivé à mon téléphone, je suis moins avec les gens autour de moi. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris dans un bus 86 ? Non. Un vieux monsieur de 86 ans qui est tombé amoureux de la personne qu'il avait en face de lui dans le bus. Ouais. Et il a mis des affiches aux arrêts de bus et ils ont fini il y a quelqu'un qui a mis le message sur Instagram et ils ont fini par se retrouver. Ah ouais, c'est vrai. C'était il y a 2 ou 3 jours. Il y a des aspects positifs. Il y a un clin d'œil que j'aime bien, moi, c'est pour cette grand-mère que vous avez fait jouer qui est décédée. Ouais, Madame René, ouais. C'est bien qu'elle soit dans le film. C'était son dernier rôle ou pas ? Je ne savais pas. Oui, en même temps, elle a fait un film avec aussi Marie Vermillard qui justement me l'a fait découvrir. Et je ne sais pas exactement si elle a tourné avant avec moi ou après avec Marie, mais elle a fait les 2 tournages l'un après l'autre. C'est un bon clin d'œil parce qu'elle est... Oui, en fait, on s'est retrouvé justement avec cette fameuse Marie Vermillard et avec Zinine Soilem à son anniversaire, avant d'aller à l'enterrement. Donc à l'anniversaire des 100 ans, et c'est vrai qu'en étant à l'anniversaire, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'arrive à trouver une idée pour la mettre dans le film. Là aussi, c'était une façon de retrouver ce qui s'est passé dans Chacun cherche son chat, puisqu'il y avait un rapport entre les 2 films, je me suis dit, autant pousser le rapport. Quand vous avez tourné Ce qui nous lie, ils étaient frères et sœurs, Eva et François. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez vu entre eux un couple possible ? Non, je crois qu'on est très influencé par le film qu'on est en train de faire. Et même j'étais gêné quand j'ai eu l'idée de ce film-là. Je me suis dit, c'était frères et sœurs, c'est pas des... Et donc j'étais gêné du truc, mais après... Moi, il y a tellement de films. Je sais que Bertrand Blier, par exemple, il a travaillé plusieurs fois avec Devers et Miu Miu, avec Depardieu et d'autres acteurs. Et en fait, il y a juste il faut lâcher, disons, le personnage qu'on a en tête et de voir que voilà, il y a des personnages qui évoluent dans les différents films. Mais c'est vrai qu'il y a un petit travail à faire dans sa tête. Ouais. Qui c'est qui a eu l'idée de Simone Carrion ?
Je pense que c'est moi. Le personnage. On est tous les deux très amis avec lui. L'acteur ou le personnage? L'acteur et le personnage, parce que c'est un acteur phénoménal. Alors l'acteur, moi je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé avec lui. C'est possible que ce soit depuis Ni pour ni contre, d'ailleurs qu'on a aussi écrit ensemble. Et par contre, je le voyais de plus en plus dans ma vie personnelle. On se fréquente pas mal. Et en tout cas, c'était une évidence. Quoi. Dès qu'on a parlé de l'épicier, c'était Simon. C'est quoi sa phrase? C'est moi je veux le meilleur. Dans ma boutique, je travaille deux choses, le meilleur et le moins cher. Et ensuite, un jour dans un monde idéal, le meilleur et le moins cher. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Le plus cher et le meilleur. D'ailleurs, ce personnage, ça me fait beaucoup penser à Omar Sharif dans le film où il est l'épicier C'était quoi? C'était Borsalino, ça? Non, le dernier film. Un de ses derniers films, c'était Monsieur Ibrahima. Monsieur Ibrahima. Du Coran. C'est magnifique ce film. Et ça m'a tout à fait pensé à ce personnage. Magnifique. Non, mais Simon Abkarian, il porte un truc en lui, parce que je dirais qu'il y a un double intérêt dans cette épicerie. C'est que d'une part, il y a le monde entier qui est dans sa boutique. Il y a du riz japonais, il y a des pâtes italiennes, il y a des olives grecques. Il y a pesto. Il y a des produits de toute la France. Il parle de la Sarthe, il parle de je ne sais plus quelle région de France. À chaque fois, il est très précis sur les endroits de provenance. Oui, c'est ça, ouais. Et puis l'autre chose, c'est que c'est lui qui communique le mieux, quoi. C'est-à-dire que justement, on a un lien direct avec lui et c'est pas un algorithme qui vous dit quel est le meilleur pesto, quoi. Mais il avait pas de moustache. Si, et il l'a rasé juste avant. Ouais. Je l'ai connu quand même pour sa moustache. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à lui, les deux personnages principaux, ils sont dans une coquille, quoi. Complètement. Ouais, complètement. Ouais. Pour les prêcher, c'est dur. Hein. Ouais. Bah, ça met un film entier. Ouais. Pourquoi avoir choisi, c'est-à-dire que donc, au moment où les personnes se rencontrent, pourquoi avoir choisi ce moment qu'il y avait plein d'autres choses en commun qui auraient pu les réunir? Ça, c'était un peu le point de départ de ce film quand on en a parlé, où j'avais eu cette idée que, enfin, faut pas forcément le dire dans vos écrits, mais qu'ils se rencontrent à la dernière scène. Et où on se demandait, est-ce que c'est possible d'écrire une histoire? Parce que nous, on l'avait jamais vu en tout cas, et donc du coup, on s'est dit, est-ce que c'est possible de raconter une histoire où d'habitude, enfin, dans des histoires d'amour ou dans des romantiques comédies, l'idée c'est qu'ils se rencontrent au départ, ils se détestent, et puis à un moment, ils vont arriver à s'aimer. Ça, c'est vraiment le schéma de toutes les romantiques comédies ou films d'amour. Et là, on s'est dit, bon là, c'est vraiment un autre procédé, et où c'était le but du film, pour répondre à votre question, c'était ça qu'on essayait, quoi. Mais surtout, pourquoi avoir choisi, c'est-à-dire qu'on voit que les personnes auraient pu se croiser à différents moments. Bien sûr. Pourquoi avoir choisi ce moment, c'est-à-dire dans cette... C'est une idée que tu avais depuis le début, que c'était la danse qui pouvait les... C'est aussi que c'est le corps, et c'est pas virtuel. Ça aurait pu être le chat. Mais c'est vrai que c'était l'idée de départ que la danse est plus forte que les mots, les rencontres, les psys. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de problèmes qui résolvent par la parole, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que dans notre monde, on est habitué à pas parler, à pas dire les vraies choses. C'est qu'on a tous un problème de langue de bois, disons, on dit des choses un peu décalées. Et là, ils apprennent à parler franchement. Mais il y a un truc qui est encore mieux que la parole, c'est le rapport des corps entre eux, quoi. Et donc du coup, dans ce qui se passe dans la danse, il y a quelque chose qui va aller plus loin, quoi. Donc c'était ça le truc. Après, effectivement, nous, en tant que scénaristes, c'était comment on fabrique des fausses pistes tout le temps avec le chat, avec l'épicerie, avec les psys, où on se dit, voilà, ils vont forcément se rencontrer là, et puis en fait, non, quoi. Mais les blocages, c'est pas uniquement eux deux, il y a celui de la jeune fille qui vient chez lui, qui se bloque, qui se raidit, alors que tous les mots qu'il annonce, le démarrage d'un moteur, etc., ça fait penser forcément au sexe, à la sensualité aussi, donc il y a plusieurs couches qui ont besoin de débloquer. Bien sûr, non, je pense qu'elle est très bien d'aller voir un psy.
mais ça nous a amusé de traiter ce personnage, donc Eya Aidara, qui joue ce personnage, qui est extrêmement ouverte et conviviale, et qui à un moment effectivement va se bloquer sur un truc. Et enfin, moi je sais que j'en ai connu des filles comme ça, donc ça existe. Et où c'est troublant, des gens qui sont extrêmement ouverts sur les autres et puis qui en même temps sont coincés. Elle est tactile, quand même, à un moment. Elle est tactile. Oui, absolument. Ouais. Mais il lui dit aussi dans leur entreprise ici, c'est vraiment friendly. Oui, ça se contredit. Bah oui, non, c'est sûr que c'est un truc qu'on a visité en faisant les repérages. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de la salle de convivialité. Et je trouve que l'expression est atroce. Parce qu'en général, on se retrouve dans un espèce de frigidaire, c'est une salle de réunion avec des murs blancs, et où l'idée de la convivialité dans notre époque, elle est bizarre. S'il faut l'imposer, alors là... Ouais. Moi, j'ai noté une phrase que j'ai vue sur le net, je trouve que ça vous correspond, c'est « cinéaste engagé qui traite de la profondeur légèrement ». J'accepte. De la légèreté avec profondeur. Non, mais c'est un début. C'est vrai que toutes les choses là dont on parle, que ce soit l'amour, la recherche de l'autre, la recherche de soi-même, aller voir un psy, qui sont des choses qui peuvent être intello et complexes. Moi, j'essaye à chaque fois de traiter ça légèrement, c'est-à-dire de faire de la comédie avec ça. Mais pas que de la comédie, parce que j'aime bien aussi l'émotion, quoi. Et donc, dans ce film-là, enfin, clairement, ça fait pleurer, ça fait rire, donc c'est un début du film. Mais c'est vrai que j'aime bien prendre des problèmes complexes et de les traiter simplement, avec simplicité en tout cas. Parce que pour moi, le cinéma est vraiment quelque chose qui doit être abordable, et donc... je vais parler comme l'épicier avec le meilleur et le moins cher. C'est que pour moi, il y a vraiment à la fois des choses complexes et à la fois des choses qui doivent rester simples. Et c'est assez compliqué à réaliser dans un film, mais c'est ce que je cherche, quoi. C'est d'arriver à mélanger de la complexité avec de la simplicité. Moi, quand je vois Alain Girardot, je vois de plus en plus son père dans le visage. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai ou je la vois peut-être pas assez au cinéma. Ouais, non, je sais qu'une fois j'avais fait une photo d'elle. C'est Hippolyte Girardot, son père. Ouais, j'avais fait une photo d'elle. Il y avait un article avec une photo de son père. Et j'avais pris les deux visages l'un à côté de l'autre et c'était assez incroyable. Ouais. Pour l'un et l'autre, quelle est la recette d'un couple longue durée? D'abord vous. Pas moi. La recette d'un couple longue durée. Non, la recette, je la connais pas évidemment, hein, sinon... sinon, t'aurais... Ça aurait été une longue durée. Donc, je pense que c'est... il faut penser que l'amour, c'est une contradiction entre du court terme et du long terme. Et que ça se vit à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que je suis plutôt contre les gens qui disent, voilà, l'amour... il faut trouver quelqu'un qui va tolérer plein de choses, et que dans cette tolérance, avec une liberté par exemple sexuelle à côté, je sais pas quoi, là ça fait que ça dure. Est-ce qu'il y a un discours possible? Ou un autre discours, non, il faut que ce soit une fusion absolue. Je pense que c'est un sentiment qui est très complexe, qui crée des conflits. Et qu'on peut, il peut durer tant que, qu'on y trouve, même pas seulement du bonheur, qu'on y trouve parfois du bonheur et du malheur. Mais je n'ai aucune recette à donner. Et qui a une recette? Alors je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce que forcément il y a encore plus avec l'amour qu'avec le reste, mais c'est vrai que le reste, c'est que des paradoxes en fait. Il faut être proche et loin, il faut se ressembler mais pas trop. Mais c'est surtout, moi j'ai l'impression, ce que j'aime bien, c'est Camille Cotin qui dit ça dans le film. Elle dit, pour aider Mélanie qui n'arrive pas à trouver, elle dit, il faut que vous trouviez quelqu'un qui a du sens pour vous. Oui. Je trouve que ça c'est très vrai. Parce que c'est pas quelqu'un de beau, de sympathique, d'attachant, de gentil, c'est quelqu'un qui a du sens pour vous. Et je trouve que c'est la meilleure définition que j'ai entendue, en tout cas, de ça.
Après... que pour que 2 mois se rencontrent, chaque mois soit soi, c'est aussi assez clair. Ça, c'est ce qui fait la rencontre. Après, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même, ce qui n'est pas le cas avec... Il faut pouvoir rester soi dans la durée d'une relation. Qui a créé les dialogues des psys? Parce que c'est tellement vrai ce qu'ils disent que c'est... Ça, c'est un mélange de nous deux, parce que... Malheureusement, quand on travaille ensemble... Il y a un moment, on ne sait plus qui a eu l'idée de quoi. Donc, mais c'est vrai que... Peut-être plus lui que moi, parce que lui, il a ses 2 parents psychanalystes. J'ai pris exemple sur l'air. Mais très souvent, quand j'écrivais une phrase, il me corrigeait avec justesse, parce que c'est vrai que les psychothérapeutes ou les psychanalystes ont une façon de parler extrêmement particulière, et il était assez précis sur ça. Oui, sur ce que disent les psychanalystes. Les patients, ça le connaît très bien. Justement, comment vous travaillez ensemble, alors tous les deux? Vous êtes toujours... On a un ordinateur et il y en a un qui écrit un truc, l'autre qui dit c'est vraiment nul, donc il reprend l'ordinateur, l'autre dit c'est encore pire. Et donc c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que comme on s'est connus au lycée, il y a un côté, on n'a pas de filtre, donc on peut dire... ouais, c'est-à-dire qu'on... Enfin, voilà... c'est rare, quoi. Bon, toi, tu n'as pas beaucoup travaillé, quoi. Tu as travaillé avec quelques scénaristes, mais pas... Ouais. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs, et c'est très rare de travailler comme ça. Très souvent, on écrit un peu chacun, on discute avant d'écrire. Avec Cédric, on se met à travailler. Lesquels, le réalisateur? Lesquels? Moi, j'ai dû travailler avec une cinquantaine de réalisateurs depuis 30 ans, donc... Il y a des réalisateurs... C'était au lycée Rodin. Rodin, dans le 13e. On s'envoyait par disquette. Jean-Pierre Limousin, par exemple. Il m'envoyait une disquette, je tapais, je lui renvoyais la disquette, donc c'était avant les mails. Et quand on se voyait, on prenait un café, on parlait d'autre chose. On ne parlait jamais du film. Après, il y a des réalisateurs, Walter Salles, il donnait des idées, mais il n'écrivait jamais une ligne. Donc, des réalisateurs qui aiment lire, donc après, ou qui aiment corriger, donc ils écrivent vraiment. Mais c'est... Là, en plus, il y a un autre cas de figure, j'y pense parce que je viens d'apprendre qu'elle habite Nancy, à Virginie Despentes, où en fait, tu as adapté un roman à elle. Non, c'était pas un roman, c'est un... j'ai développé j'ai écrit un traitement, et on lui a proposé de réaliser le film. Ah oui, c'est ça. On a écrit ensemble après le scénario. Et finalement, il ne le réalise pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le réaliser. Mais donc, on a écrit ensemble. On s'est pas vu très souvent, mais voilà. Elle a trouvé le ton, les personnages, et moi, je me suis beaucoup plus occupé de la structure, du rythme. Donc, mon travail de scénariste, c'est de glisser dans une forme qui convient au réalisateur, plutôt. Avec Cédric, la forme qui convient. Mais c'est vrai que... Ça a toujours été comme ça. Visiblement, à chaque personne avec qui tu travailles, c'est toujours différent. Chaque fois différent, ça n'a rien à voir. Chez Virginie Despentes, on a un deuxième trésor régional, c'est Philippe Claudel qui habite à 15 km. Je voulais vous demander aussi, vous avez travaillé donc avec 2 acteurs de 10%, donc Camille Cotin et puis Louis... François Cédric, voilà. Et je voulais savoir, parce que c'est drôle, parce qu'on les retrouve un peu, bon, lui il fait un fils aussi, comme il fait un fils dans 10%, et puis Camille Cotin fait... Alors ce qui est drôle, c'est qu'au début, la première quand on la voit au début, je me suis dit, elle est agent, quoi. Voilà, parce qu'elle dit oui, asseyez-vous, là, etc. Et en fait, après, elle a tout à fait le rôle là, mais alors ça vous a fait, ça vous a fait plaisir de les retrouver dans votre film, de retravailler. Oui, c'est-à-dire qu'en faisant 10%, bon, ça a été vrai de tous les gens de 10%, j'ai adoré moi tous les acteurs de 10%, mais Camille Cotin, j'avais très envie de retravailler avec elle. Et puis alors, quand on a commencé à se poser la question de qui pouvait jouer ça, on n'arrivait même pas à penser à quelqu'un d'autre, quoi. C'était vraiment, c'était pour elle, quoi. Donc... Tous les 4, quoi. Tous les 4, les 4, ça a été... ça a été direct, tout de suite, la décision. Et François et Anna, il y avait juste le doute que ce soit des frères et sœurs dans un film précédent. Mais dès que nous, on s'est dit non, il faut aller au-delà de c'est ça. Elle a une très belle diction, je trouve, de Camille Cotin.
Oui. Une voix qui passe. Ouais. Et ça, on m'a beaucoup dit ça sur les deux psys, parce qu'effectivement, ils ont une façon assez posée de parler. Et donc, c'est des gens qui ont fait du théâtre et qui ont une parole posée. Quoi. Ils ont presque une fonction presque cathartique au niveau des spectateurs qui peuvent avoir les mêmes situations que les personnages au final. Ouais. Tu veux nous en parler? Mais ça c'est quelque chose, parce que nous, on a été voir un psy ensemble. Et puis moi, j'ai parlé avec plusieurs problèmes. Et en fait, on a demandé à plusieurs psys quels sont les problèmes qui reviennent. Ils nous ont tous dit que le problème de confiance en soi était vraiment la chose qui revenait le plus souvent. Ils nous ont dit aussi que depuis l'apparition des réseaux sociaux, le nombre de patients avait beaucoup augmenté. Ce qui paraît paradoxal, quoi, parce qu'on se dit, voilà, les réseaux sociaux amènent de la communication entre les gens, mais ça amène aussi de la jalousie, de la dépression, de l'agressivité. Mais c'est de la psychothérapie, c'est pas de la psychiatrie. Alors, là, on avait vu un comportementaliste. Donc aussi, on avait été le voir parce qu'on connaissait moins. Et en fait, Berlian, c'est vraiment un thérapeute. Ouais, c'est vraiment un psychothérapeute. Ouais, aucun des deux ne fait vraiment une psychanalyse, même si Anna a fini par se coucher sur le divan. Mais c'est aussi, on voulait laisser ça un peu ouvert. C'est-à-dire que Anna, le personnage d'Anna, c'est plutôt clair qu'elle va continuer à faire son analyse après la fin du film. Quoi, la fin de... Et alors que voilà, François, il dit au revoir à son psychanalyste, à lui. On sent qu'il a réglé un problème qui était ponctuel. Quoi, ouais. Moi, Berlian et Cotin, je me suis dit, ils vont en faire un peu des tonnes avant de voir ce qu'ils faisaient. Parce que Berlian, en général, il tire sans le faire exprès, mais la couverture un peu à lui, il a un charisme spécial. Et finalement, non, ils sont très fins et effectivement, moi j'étais impressionné de ça, mais parce que pas pour les mêmes raisons, parce que évidemment François Berléand n'a pas le même âge que Camille Cotin, mais François Berléand, il y a vraiment le truc de son âge où il atteint une espèce de pureté du jeu, quoi, où c'est totalement minimaliste ce qu'il fait, et moi je trouve ça magnifique. Il y a parfois des regards, des silences qu'il fait où c'est incroyable. Oui, il y a un petit... Ouais, c'est ça. Ouais. Et Camille Cotin, il y a vraiment ce truc d'être en phase avec l'autre, avec l'écoute qu'elle a vis-à-vis d'Anna Girardot, et c'est vraiment des grands acteurs pour moi. Ouais. Les séries, j'ai vu que vous en parliez avec le photographe tout à l'heure. C'est un projet, il y a d'autres... Il y a un projet, pour l'instant c'est pas signé, donc je ne peux pas en parler. Non, c'est pas encore complètement sûr que ça se fasse, donc... On peut pas savoir le thème. Non, mais si ça se trouve, vous en entendrez parler dans le mois qui vient en tout cas. Ouais. Dans les 24 heures. Ouais. Dans les 24 heures. Comment elle est accueillie Angoulême? Ultra bien, parce que déjà on a battu le record de salles ouvertes pour le film. Donc il y a eu 11 salles et puis des gens refusés, et donc du coup ils ont fait à 22h une autre séance. Et il y a eu une salle en plus, donc il y a eu 12 salles en tout ouvertes pour le film. Donc c'était jamais arrivé, paraît-il. Donc c'était incroyable parce que je pensais pas que sur ce film-là il y allait avoir une attente. Et visiblement il y a une attente sur à la fois le sujet du film, les acteurs. Ouais, Comme il y a une attente de vos films, on attend le prochain Clapiche parce que on suit votre carrière. Enfin, c'est important de voir. Ouais, mais ça me touche de voir que. Moi, j'ai pensé à un film de Scorsese qui s'appelait Le temps de l'innocence, où il passe tout le temps à se chercher, à se frôler et tout. Et puis ça se passe à la fin, sauf que dans Le temps de l'innocence, il ne se passe rien. Et là, effectivement, il y a une alchimie qui se passe dans la dernière scène. On ne peut pas parler. Mais dans le Scorsese, il y a une cruauté qui n'est pas dans le vôtre. Oui. Dans quoi, dans le temps de Scorsese. Ah ouais. Une cruauté terrible. L'opinion favorable de la jeune fille. Ouais. Mais en général, il est plus violent que moi. Il y a moins de morts dans mes films. Je voulais savoir si vous faisiez une apparition à Hitchcock dans ce film-là, parce que je vous ai pas vu. Je fais un psychanalyse justement, avec Santiago d'ailleurs, tous les deux. Dans le film dans le pot de retraite de Berléand. Ah, j'ai pas fait gaffe. La femme et Lacan, c'est ça? C'est ça, j'ai ma femme à la canienne. D'accord. Est-ce que vos parents psychanalystes dans le film? Moi oui, toi non, c'est ça, ouais. Ma mère l'a vu, pas mon père encore, Opinion?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait elle est devenue aveugle depuis 3 ans, donc c'est une jeune aveugle. Et du coup c'est un peu compliqué pour elle de comprendre le film, de voir le film. Et en fait je me suis rendu compte en lui expliquant le film en live que c'est un film très visuel en fait. J'avais l'impression que c'était très dans les dialogues, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce qu'on voit dans les images. Donc voilà, elle n'a pas complètement compris les choses, mais par contre elle était avec une amie à elle, avec qui elle a été psychanalyste toute sa vie. Enfin, elles sont très copines depuis longtemps, qui elle a beaucoup aimé le film, donc du coup elles ont beaucoup parlé ensemble de ce qui était dit sur la psychanalyse, et elle était très contente de ce qui était dit là-dessus. Donc, Je reviens au caméo, c'est vrai qu'on attend le moment où vous allez apparaître, comme Hitchcock. Vous arrivez en général à la fin du film. Non, ça dépend. Il y a des fois, justement, je me mets au début pour que il y a des gens qui se cherchent. Je trouve que dans celui-là, il est très bien. L'apparition est très bonne. Meilleure que dans ceux qui nous lient d'ailleurs. Oui, parce que ceux qui nous lisent, c'était... Au cadre, il y a un truc... non, c'était mal géré. Non, on attend trop que tu parles, quoi, dans ceux qui nous lisent, une espèce de truc. Dans celui-là, je trouve que c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est possible de faire une toute petite vidéo? Bien sûr, ouais. J'ai pas vu la vidéo. C'est Sophie qui s'en occupe. D'accord. On a du mal à tout comprendre. Ah bah, J'ai vu la photo. C'est vrai que moi j'avais pensé, parce qu'effectivement, c'est pas Paris. 2,90 €. Je trouve que c'est intéressant parce que maintenant on est tous dessus. Avril 2007. J'aime bien Ouais, je pensais les que c'était... acteurs de 10% parce que ça moi, je vois marche beaucoup de gens pas trop maquillés. mal. Ils l'ont retouché. Il est photoshopé. Et je voulais vous demander aussi, l'école des gens, c'est des... Non, c'est un... Elle Il existe faut pas vraiment, dire en que fait, c'était sur la table d'Aline. c'est une danse qui est proche du On a le droit de zouk, les en fait, prendre. et en fait le prof Il faut qu'on en ramène. vraiment des Ah, cours. ça a l'air chouette, très bien. Et non, à une table, il y a des revues. On peut les C'est faire. le 18e On peut les arrondissement que vous emporter. avez tourné. Ouais. Ah oui, je me demandais si c'était pas le 10e. Faut pas que... Attachement particulier pour cet arrondissement. Moi j'en ai un, mais... Non, en fait je connaissais pas trop, mais je me suis dit qu'il y avait d'une part beaucoup de choses visuelles que j'aimais bien. C'est du côté de la gare du Nord en fait. Ouais, je pense que c'est Gare de l'Est. Ouais. Oui. C'est gare du Nord en fait, les rails. D'accord. Et ouais, c'est un quartier qui est très vivant quoi. Ouais. Moi, je trouve que les quartiers de Paris, c'est des petits villages. Quand on sort, moi je suis piéton, j'ai pas de permis. Ouais. Quand je sors du métro, il y a une église, par exemple à Jourdain, vous arrivez, Ouais, et il y a l'épicier, effectivement, il y a tout ça. Et ouais, c'est vrai que le quartier de Jourdain, c'est vraiment. ça fait village, on n'a pas l'impression d'être submergé par Paris. Mais c'est comme ça que nous Parisiens, on s'en sort, c'est qu'on essaye de retrouver une vie de village. Dans un arrondissement, c'est un petit peu ce qui ressort de toute façon. J'habitais le 9e métro Anvers, donc tout ce secteur-là, c'est très agréable, très vert, avec des petits parcs, des petites places. Je trouve ça super sympa. Ouais. Je suis d'accord. Je peux Oh là! Ah bah oui, 2007. Allez, double jeu, c'était presque 2 mois. C'était quand 2007? C'était quel film ça? Qu'est-ce que c'était? Ça doit être indiqué, non? C'est au début. Il y a des photos qui m'ont fait dans le parc. Ah, d'accord. Ah, sauf que dans la cour, on a marqué les photos. Ah, c'est les poupées russes. Ah non. C'était après les poupées russes, visiblement. 2015, c'est pareil qu'il y avait Oui, mais j'ai compris. Ouais, c'est ça, c'est les poupées russes. Moi, j'étais à Paris. J'avais rendez-vous avec Sophie midi et je suis redescendu pour prendre la conduite. Merci. J'ai accepté les sous en photo avec des journalistes. Oui. Ça ne vous dérange pas? Non. Ouais, puis on a commencé vraiment. Ah. Elle demande une journée. Attention. Ouais. C'est Parce que là, la lumière derrière. Donc on se met là-bas. c'est en bas. Ok.